1840, they blitzed into Holland and Belgium. The Nazis are marching ahead at the fastest speed a conquering army has moved in all history. All roads in France are choked with slow-moving masses of refugees. Good evening, everybody. Tonight, it seems clearly apparent that the first great phase of the war in the West has been won by Germany. The army of French and British has made a valiant battle in its effort to retreat to Dunkirk, where there is some slight chance that some part of it can be evacuated. Adolf Hitler's mechanized forces are racing toward Paris as French resistance collapses. On s'est souvent posé la question, d'abord sur le moment et depuis ce moment terrible, de la raison pour laquelle la France a pu perdre la guerre. Aujourd'hui, les historiens disent que ce n'était pas une défaite prévisible. La France avait la première armée du monde et cette défaite tient plus de la surprise stratégique du côté des Allemands que d'une sorte de rapport de force qui aurait été défavorable. On pensait à une mauvaise préparation, on a pensé même à un complot. C'est très difficile de trouver tous les facteurs qui peuvent justifier cet effondrement qui est symbolisé par l'Exode en mai-juin 1940. Il est clair qu'il y a une faillite des élites, qu'il y a une mauvaise préparation, qu'il y a un délitement de l'appareil militaire sûr de ses victoires depuis la guerre de 14. Donc on a un mélange de responsabilités militaires, politiques et morales. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'arrivée au pouvoir de Pétain, c'est qu'il va s'appuyer sur le pouvoir existant, sur les députés, pour construire un régime autoritaire. Pétain devient chef de la France en étant d'abord le ministre de Paul Reynaud sous la Troisième République, qu'il a choisi comme ministre aux acclamations de l'Assemblée nationale, de la gauche à la droite. Et ensuite, avec Paul Reynaud, il ne s'est pas entendu, bien sûr, sur la suite des événements, et c'est Paul Reynaud qui a proposé son nom pour qu'il devienne ensuite son successeur. Donc c'est son gouvernement qui fait la demande d'armistice. Il fait un grand discours le 17 juin pour dire qu'il va demander l'armistice aux Allemands, à la fois pour préserver la France, qu'elle ne ressemble pas à la Pologne, qu'elle ne soit pas détruite comme la Pologne, et qu'il est garant d'une certaine manière d'une sorte de protection qu'il exercerait à l'égard des Français. Une fois que Paul Reynaud le désigne à Albert Lebrun, président de la République, pour prendre sa relève, il s'entend avec Laval pour en quelque sorte mettre l'Assemblée dans le fait accompli et changer la nature du pouvoir, c'est-à-dire donner au gouvernement et à l'État une autorité plus grande qu'il n'avait auparavant. Donc une fois la défaite constatée, les armistices signés avec les Allemands et les Italiens, eh bien c'est Pierre Laval qui va un peu s'entremettre pour convoquer dans le casino de Vichy les députés et les sénateurs, donc ceux qui sont présents et ceux qui peuvent être à Vichy. Et c'est lors de cette séance du 10 juillet 40 au casino de Vichy que sont votés les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Autrement dit, il s'organise une sorte de petit coup d'État légal, puisque l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre des députés plus le Sénat, ensemble lui accordent les pleins pouvoirs. Donc on a là un mécanisme qui est intéressant, c'est-à-dire que l'arrivée au pouvoir de Pétain n'est pas le fruit d'un complot particulier, d'une remise en cause des mécanismes fondamentaux de la démocratie. Malheureusement, il s'appuie sur un vote du Parlement. Mais malgré tout, à Montoire, le coup de la poignée de main avec Hitler, là, et ça aurait peut-être été pire s'il n'y avait pas eu ça. Moi je dis que Pétain, lui, dans le fond de Pétain, il croyait avoir bien fait tout pour la France. Voilà. Et bien sûr, tout ça, ça se défend. Hein. Mais pour moi, je ne peux pas dire que ce soit un traître. Il s'est laissé avoir par des gens comme Laval, des gens comme ça, qui étaient des salauds, hein, c'est sûr. Je devrais légitimement avoir la haine de Pétain
je pense que il faut quand même... Il y a eu un jugement parce que on a jugé Pétain. Il a été condamné. Les collaborateurs, il faut dire que Pétain, pendant la guerre, était à peu près lucide 1 heure, 2 heures par jour. Le reste du temps, il dormait. N'importe comment, Pétain, c'était lui qui avait le renom, mais qui c'est qui commandait, hein? C'était Laval et toute la bande. Pétain n'était pas manipulé, c'est lui qui souhaitait une certaine collaboration, pour autant qu'il était sûr, comme tous les Français, que la guerre était finie, et qu'avant que l'Angleterre ne capitule, il serait habile de s'entendre avec l'Allemagne pour ne pas être dépecé 2 fois. Cette idée que le maréchal Pétain n'avait que de bonnes intentions et qu'il s'est fait manipuler par son entourage, c'est une très vieille rengaine qu'on dit notamment à propos des rois de France. La personne du roi n'est jamais mauvaise, il ne prend jamais une mauvaise décision, ce sont ses conseillers qui sont les mauvais. Les témoignages qu'on vient d'entendre reflètent très bien, en quelque sorte, ce que les gens de l'époque pensaient. Et en rien, ça n'est, si je puis dire, conforté par les études des historiens. L'idée, par exemple, que Pétain était fatigué au bout d'une demi-heure est fausse. Il avait tous ses esprits. Autrement dit, on a eu tendance à garder de Pétain une image meilleure que ce que les archives et les documents ont démontré depuis. En ce sens qu'à peine au pouvoir, il a pris des mesures qu'on appellerait aujourd'hui d'extrême droite ou de droite, alors qu'en fait, jusque-là, il s'était bien gardé de manifester ce type d'opinion. Et la responsabilité majeure du régime de Vichy, elle est là. C'est qu'elle a fourni une légitimité étatique aux fonctionnaires ou aux parafonctionnaires de son administration. Et une légitimité étatique française. La situation n'aurait pas été la même si les Allemands avaient été en direct dans la gestion de l'administration française. Je ne dis pas que tout le monde aurait été héroïque, résistant, etc. Mais pour résister, il fallait surmonter un double obstacle. Le premier obstacle, c'est faire acte de résistance, et on sait que ça a été le fait d'une petite minorité. Et puis le deuxième obstacle, c'est qu'il fallait désobéir à l'autorité de tutelle. Et c'est là la responsabilité majeure du régime de Vichy. Mais autrement, les camps de la mort, moi j'étais comme tout le monde, on a vu ça après. Hein. Contrairement à ce que certains Français qui avaient un peu honte d'avoir pas si mal vécu que ça pendant la guerre, ont prétexté ignorer ce qui s'était passé, les camps de concentration et autres. Non, en 1944, les Français, les Parisiens notamment, savaient. J'ai eu conscience de ça quand je les ai vus revenir en pyjama rayé. Ils sont revenus à ce moment-là. C'est vous dire que ça, c'était déjà des années et des années après qu'on les a vus revenir et qu'on a appris ce qui s'était passé. C'est le dernier témoin qui est le plus vrai et le plus près de la vérité. On peut dire que le problème était qu'on ignorait ce que deviendraient les déportés. Moi-même, je n'ai jamais su ce que ma mère est devenue. Et en 1945, j'allais à l'hôtel du Tessia attendre qu'on fournisse les listes des vivants et des morts. Ça, c'est un premier point. On ne pouvait pas imaginer que des gens qui n'avaient rien fait dans leur vie de mal puissent être déportés de cette façon, et même quelquefois avec leurs enfants. Donc on se doute bien qu'il y a un danger de mort. Mais l'idée qu'il y avait un massacre de masse en cours, dans la population, on ne pouvait pas le savoir. Tout simplement parce que c'est inimaginable, une espèce de machine de mise à mort sous tous ses aspects industriels. C'est très difficile à imaginer. Et donc l'opinion publique n'est certainement pas au courant. Par contre, l'opinion publique s'émeut justement d'une sorte d'incompréhension
on ne sait pas trop ce que Hitler veut aux Juifs. Et donc les gens s'interrogent, s'inquiètent, mais il faut replacer l'arrestation des Juifs dans un contexte où il y a beaucoup d'autres déportations. Il y a ce qu'on appelle la déportation du travail à l'époque, qui est le service du travail obligatoire. C'est assimilé à une forme de déportation. Et il y a la déportation de tous les opposants politiques, des résistants, des communistes, de ceux qui sont arrêtés et qui vont être déportés. Et donc à l'époque, dans la masse des victimes, il y a les Juifs. Personne n'imaginait des déportations qui se termineraient par de l'extermination. D'ailleurs, même des associations contre le racisme qui existaient en zone libre disaient que ceux qui partaient devaient faire attention de laisser leur adresse pour qu'on envoie leur courrier, etc., en 1944. Donc, personne n'imaginait l'inéluctable. Et ce qu'il y a de caractéristique dans les pratiques du régime nazi, c'est que non, il a organisé et prémédité le massacre de toute une population, mais il a prémédité et organisé le silence sur ce massacre. Si bien que ceux qui se doutaient de quelque chose se doutaient du pire, mais pas qu'il y avait pire, que les gens seraient exterminés. Donc, les Français se sont trouvés dans cette situation. Il semblait déjà inconcevable qu'on déporte des gens innocents. Il semblait impensable qu'ils ne reviennent jamais. Mais disons que la purge, moi j'aurais aimé que certains qui avaient eu soient justement ceux-là, qu'on puisse les abattre. Mais c'était tous ceux qui avaient arrêté des Juifs, tous les flics que je voyais, qui avaient participé à l'arrestation du partisan. Tout cela, je les voyais bien, mais eux n'ont rien eu. On leur a rien fait. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont échappé à la purge. Beaucoup. En ce qui concerne l'épuration, c'est vrai qu'elle a été jugée trop faible par certains et exagérée par d'autres. Entre ces deux images contrastées, on n'a pas fait assez, on n'a pas assez épuré, on n'a pas assez puni, et l'image d'une épuration sauvage absolument démente, évidemment la vérité est entre les deux. Il y a eu peu de purges. Et les chiffres qu'on a donnés à la Libération, plusieurs centaines de milliers de gens arrêtés, etc., ont été démentis par la suite. La France est le pays qui a eu le moins de gens purgés. Peut-être qu'au moment même de la Libération, oui, il y a eu des jugements et des exécutions sans doute peu équitables, dans le moment de la colère. Il y a eu des débordements à la Libération, mais les chiffres des historiens sont tout à fait modestes par rapport à ce qui était annoncé comme étant 100 000 exécutions sauvages, etc. Le chiffre a été bien ramené à une fourchette qui ne dépasse pas 10 000. Ce qui n'a pas été équitable, c'est que les collaborateurs de l'économie qui trafiquaient et vendaient des armes aux Allemands, ou continuaient à fabriquer des automobiles comme Renault, eux, ont été peu frappés. Il se peut qu'on ait nationalisé leur entreprise, mais ils sont restés bien vivants. Je veux dire que, globalement, ce sont ceux qui ont aboyé très fort, dans un sens odieux, après les malheureux qui étaient victimes du régime, qui ont été quelques-uns frappés, mais ils faisaient tellement de bruit qu'on a pu croire qu'il y en a eu beaucoup, il n'y en a pas eu tellement. Et je pense que cette personne reflète assez bien les sentiments de beaucoup d'entre nous qui avons jugé que cette répression, elle était un peu douce. Parce qu'il fallait quand même que le fait de collaboration soit qualifié. Et donc je pense que c'est une épuration qui a été perçue comme soit pas assez sévère, soit trop sévère, mais qu'en réalité, il ne s'agissait pas justement de régler des comptes trop longtemps. Et donc c'est pas une chape de plomb que De Gaulle met sur l'épuration, mais il veut des sanctions sévères, mais dans un temps limité, pour que la France puisse passer à autre chose, à une reconstruction notamment. On ne veut pas trop évoquer ce qui s'est passé pendant la guerre. On parlait tout à l'heure de la collaboration, de la milice. On n'en parle pas trop. On parle beaucoup plus de la Shoah maintenant, même
pas un peu trop, je trouve. Bien sûr, il ne faut pas oublier, il faut s'en souvenir, mais ça serait mieux de ne pas occulter quand même les tziganes, les homosexuels, et les communistes, et tous ceux qui ont été déportés et qui, pour des raisons politiques, qu'on a tendance souvent à oublier. Mais chacun a tendance à tirer la couverture à lui. Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse des phénomènes mémoriels, c'est que on dirait que c'est une discipline en elle-même. On s'intéresse à l'histoire culturelle, à l'histoire économique, à l'histoire politique, et puis on peut s'intéresser à l'histoire de la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire devient objet d'histoire. Et là, c'est exactement le cas. Je ne parlerai pas de concurrence des mémoires, mais plutôt d'une sorte d'emboîtement des mémoires. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ressurgissent certaines formes de mémoire, parce que précisément c'est le moment. Alors soit on a ouvert des archives, soit il y a eu des travaux d'historiens, soit des témoins se sont mis à publier leurs souvenirs. Vous voyez, il y a des moments comme ça où émerge le souvenir. Et donc c'est plutôt des mémoires qui sont... qui apparaissent à certains moments, mais je ne parlerai pas de concurrence des mémoires. On peut avoir un avis, dire oui, ce serait mieux quand même qu'il y ait convergence mémorielle, c'est un petit peu mon point de vue d'ailleurs, mais ça c'est mon point de vue de citoyen. Et de dire, si toutes ces mémoires convergeaient pour rendre compte de la réalité historique qui a été la Deuxième Guerre mondiale, ça serait une bonne chose. Mais encore une fois, c'est un point de vue personnel, un point de vue de citoyen, un point de vue d'acteur dans la cité. Alors un jour on rappelle ceci, un jour on rappelle cela. Ce sera comme la guerre d'Algérie, où on rappelle la conquête, où on rappelle l'indépendance. Ce n'est pas les mêmes qui commémorent. Or une commémoration, elle a pour fonction d'unifier derrière l'État, l'État-nation et éventuellement le gouvernement. Pendant longtemps, on a dit la France, c'était Londres. Ouais. Mais la France, c'était Londres. Mais c'était aussi Vichy. Mais c'était aussi Paris. Mais c'était aussi la France de la résistance intérieure. La France, c'était tout ça. Et c'est ce dont on doit rendre compte. Nous, on en rend compte comme historiens. Après, on aimerait bien peut-être que ça soit relayé dans la société, au plus haut niveau de l'État, mais on n'a pas la main. On est un des tout petits, mais un des vecteurs de la construction de la mémoire sociale. Well, now the Germans are dive bombing a convoy out into sea. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 German dive bombers, Junkers 87s. There's one going down on his target now. Bomb. No, missed the ships. He hasn't hit a single ship. There are about 10 ships in the convoy, but he hasn't hit a single one. And there you can hear our anti-aircraft going at them now. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are about 10 German machines dive bombing a British convoy, which is just out to sea in the Channel. I can't see anything. No, we thought he got a German one had been got then, but now the British fighters are coming up. Yes, here they come in absolute steep dive, and you can see their bombs actually leave the machines and come into the water. You can hear our own guns going like anything now. I'm looking round now, I can hear machine gun fire, but I can't see our Spitfires. There must be somewhere there. Oh, here's one coming down now. There's one coming